Bonsoir à tous, l'actualité européenne et internationale de ce jeudi 21 février. Bienvenue dans Euronews Soir. Voici les titres de ce journal. L'ouverture au Vatican d'un sommet inédit pour lutter contre la pédophilie dans l'Église. Le pape François réclame des mesures concrètes après les nombreuses révélations d'abus sexuels. Des victimes de prêtres sont présentes à Rome. Elles demandent justice. À Bruxelles, des milliers de jeunes rassemblés autour d'une même cause, la lutte contre les changements climatiques. Dans le cortège, cette jeune Suédoise devenue une égérie du combat pour la planète. Tous réclament des politiques ambitieuses pour le climat. Les Sénégalais s'apprêtent à choisir leur président. 5 candidats sont en lice. Parmi eux, le président sortant est grand favori de ce scrutin, Macky Sall. Face à lui notamment, l'ancien Premier ministre Idrissa Seck. Le scrutin a lieu dimanche. Enfin, le breakdance, cette danse acrobatique pourrait faire son entrée aux Jeux Olympiques d'été à Paris en 2024. Au programme également du skateboard, du surf et de l'escalade. Le comité d'organisation parisien a dévoilé son programme. Bienvenue, c'est donc un sommet inédit qui s'est ouvert au Vatican. Pendant 3 jours, le pape réunit les évêques afin d'éveiller les consciences après les multiples scandales de pédophilie qui ont frappé l'Église catholique. Des victimes d'abus sexuels sont présentes à Rome. Elles continuent leur combat pour obtenir justice. Annelise Fantino. Le pape François a réclamé des mesures concrètes lors du premier sommet consacré à la lutte contre la pédophilie qui s'est ouvert ce jeudi au Vatican. L'Église catholique s'est engagée à mieux prendre en charge ces affaires, trop souvent étouffées par la culture du silence, au terme d'une année marquée par les scandales, notamment en France. Le saint peuple de Dieu nous regarde et attend de nous non seulement des condamnations simples et évidentes, mais des mesures concrètes et efficaces. Ce premier jour était consacré à la prise de conscience des 190 participants et à l'écoute des témoignages de victimes. Les blessures de la récente crise ont ravivé le souvenir de la souffrance d'innocents. Mais elles ont aussi ravivé le souvenir de notre faiblesse et de notre péché. Ceux qui ont été blessés par les abus et les scandales ont besoin d'être fermes dans leur foi dans ces moments. La journée de vendredi permettra d'aborder la question de la responsabilité et de la transparence. La communauté de foi dont nous nous occupons devrait savoir que cela nous préoccupe. Ils devraient apprendre à nous considérer comme des alliés de leur sécurité et de celle de leurs enfants et de leurs jeunes. Nous les accueillerons avec franchise et humilité. Nous les protégerons à tout prix. Nous donnerons notre vie pour ceux qui nous sont confiés. En Pologne, la statue de ce prêtre a été déboulonnée. Une figure de Solidarnosc, décédée il y a 9 ans et soupçonnée d'être l'auteur d'actes pédophiles, d'après de nombreux témoignages. Une nouvelle illustration de la volonté de passer enfin à la tolérance zéro. Une nouvelle marche pour le climat avait lieu ce jeudi à Bruxelles. Les manifestants, parmi lesquels de nombreux étudiants, veulent maintenir la pression sur les responsables politiques européens pour qu'ils mettent en place des politiques ambitieuses et efficaces en matière de réduction des gaz à effet de serre. Une figure de proue de la lutte pour le climat était dans le cortège. À Bruxelles, Grégoire Laurie. C'est une adolescente suédoise qui a pris toute la lumière à Bruxelles. Greta Thunberg était ce jeudi aux côtés des jeunes manifestants pour le climat. Un peu plus tôt dans la journée, elle était assise à proximité de responsables européens qui ne l'ont pas impressionnée. Ils parlent de tout, sauf de la crise climatique. Ils s'interrogent sur le fait que nous fassions la promotion de l'absentéisme, ou si nous sommes des marionnettes, ou alors ils disent « Ah, c'est bien de voir les jeunes se mobiliser ». Ils ne veulent pas parler de la crise climatique, car c'est comme s'ils n'avaient rien à dire à ce propos. L'adolescente demande à l'Union européenne d'être 2 fois plus ambitieuse dans ses objectifs environnementaux. Dans cette bataille, elle peut compter sur le soutien de la jeunesse belge, représentée par Hanouna De Wever.
Je suis agacé. Et vous savez que lorsque les jeunes sont agacés, ils peuvent faire beaucoup. Donc, lorsque Greta a manifesté, et lorsque je l'ai vue, j'ai vu ses interviews, cela m'a inspiré et je me suis dit que c'est une question générale, pas seulement suédoise, et je vais l'aider. Et maintenant, le mouvement est important en Belgique. Ce mélange de colère et d'optimisme symbolise l'atmosphère dans les cortèges à Bruxelles. Étudiants et élèves n'ont pas l'intention d'abandonner tant que les dirigeants n'auront pas agi en conséquence. Au Venezuela à présent, le président autoproclamé Juan Guaidó continue de faire pression sur l'armée afin qu'elle laisse rentrer l'aide humanitaire américaine. Des vivres et des médicaments qui sont bloqués à la frontière colombienne à la demande de Nicolás Maduro. Le président contesté craint que cette aide serve de prétexte à une intervention armée des États-Unis. En toile de fond, il y a bien sûr le bras de fer pour le pouvoir entre Guaidó et Maduro. Le récit de Marc Bouchage. L'opposant vénézuélien Juan Guaidó a pris la route de la Colombie. Entouré de ses partisans, il se rend à la frontière pour essayer de forcer l'entrée de l'aide humanitaire envoyée par les États-Unis. Cette aide est actuellement bloquée depuis 2 semaines par l'armée vénézuélienne, fidèle au président Nicolás Maduro. Selon Juan Guaidó, des brigades de volontaires devraient également se rendre en caravane de plusieurs bus jusqu'à la frontière brésilienne ce samedi, jour de l'ultimatum adressé par Guaidó à Maduro pour accepter l'aide humanitaire. En attendant, les deux camps tentent de mobiliser leur soutien, comme en témoigne ce rassemblement pro-Maduro organisé mercredi dans l'état de Bolívar. L'ONG Amnesty International a appelé le président Maduro à reconnaître la gravité de la crise socio-économique et à laisser entrer l'aide humanitaire, filmée ici lors de son acheminement dans la ville colombienne de Cúcuta. Amnesty a également tenu à mettre en garde contre l'utilisation des besoins de la population à des fins politiques. Amnesty International estime que les souffrances endurées par les personnes qui attendent l'aide humanitaire ne doivent pas être utilisées comme un outil de négociation politique. La crise politique au Venezuela s'est accentuée en janvier dernier avec l'investiture du président Maduro pour un 2e mandat de 6 années. Au Bangladesh, la capitale Dhaka a été le théâtre la nuit dernière d'un terrible incendie. Il y a des dizaines de morts. Le feu s'est propagé notamment à un bâtiment qui entreposait des produits chimiques. Le quartier s'est embrasé. Laura Cambo. Ce quartier ravagé par les flammes à Dhaka, la capitale du Bangladesh, dans la nuit de mercredi à jeudi. Le bilan est meurtrier, au moins 69 morts et 45 blessés, plusieurs dans un état critique. Lors du départ de feu, ces habitants se sont retrouvés piégés dans des ruelles étroites. L'incendie a embrasé des immeubles d'habitation où étaient entreposés des déodorants, des granules en plastique ou encore des aérosols, c'est-à-dire des produits chimiques hautement combustibles. Au total, plus de 200 pompiers étaient sur place. Ils ont mis plusieurs heures à contrôler, puis à éteindre le feu. Ils devront maintenant chercher d'éventuelles victimes dans les décombres, puis établir l'origine du drame. Ce pourrait être une bonbonne de gaz qui a causé ce sinistre. L'actualité en Afrique à présent, les Sénégalais vont se rendre aux urnes dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle. Le président sortant Macky Sall fait figure de grand favori face à ses 4 concurrents. Le portrait des candidats par Raphaël Tavernier. Au Sénégal, après avoir sillonné le pays pour faire campagne, les candidats à l'élection présidentielle ont regagné Dakar. Le scrutin aura lieu dimanche. Sur 27 candidats au départ, il en reste 5. Arrivé au pouvoir en 2012, le président sortant Macky Sall brigue un second mandat. Celui qui se définit comme un libéral social se félicite de son bilan économique et promet, s'il est élu, un Sénégal émergent en 2035. L'ancien Premier ministre Idrissa Seck apparaît comme un sérieux challenger de Macky Sall. Il faut dire qu'Idrissa Seck est tenace. Candidat malheureux en 2007 et 2012, considéré à plusieurs reprises comme politiquement mort, il est à nouveau dans la course et compte bien prendre sa revanche. Autre candidat dans les starting blocks, le doyen de cette présidentielle, Madické Niang, ancien proche d'Abdoulaye Wade. Celui que ses supporters surnomment Papa ou Tonton fait d'une réduction du coût de la vie l'une des priorités de son programme.
Ousmane Sonko est quant à lui le plus jeune candidat de ce scrutin. À 44 ans, cet ancien inspecteur des impôts a fait du patriotisme économique et de la dénonciation de la malgouvernance son credo, son atout. Il séduit la jeunesse sénégalaise. Depuis en 1960 jusqu'à présent, on voit que ce sont les mêmes hommes qui occupent les mêmes places. On connaît toujours les mêmes hommes comme Macky Sall, par exemple, Laye Wade. Mais pourquoi pas un jeune qui est sollicité à soutenir les hommes, les jeunes? Enfin, Issa Sall, candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement, veut faire de la formation et de l'éducation un levier de développement au Sénégal. Issa Sall est un peu l'invité surprise de cette élection. Contre toute attente, il a recueilli le nombre de parrainages suffisant pour se présenter, contrairement à d'autres pourtant bien plus connus et solides politiquement. Il est un homme neuf et on pense qu'avec lui, le pays pourra se développer parce que on est fatigué avec les présidents là, que ce soit Macky Sall ou d'autres présidents. Il est temps pour qu'on ait un président qui pourra développer le Sénégal. Le Sénégal fait figure de modèle démocratique en Afrique, mais les campagnes électorales y sont souvent émaillées d'accusations de corruption, de désinformation et de violence. Cette année n'a pas fait exception. Le scrutin de dimanche se déroulera sous haute surveillance. La bataille de l'innovation n'a pas de limite chez les constructeurs de smartphones. Le sud-coréen Samsung vient de s'illustrer en dévoilant un modèle d'écran pliable. Ses rivaux Apple ou Huawei sont prévenus. Samsung a présenté ce mercredi à San Francisco son nouveau smartphone, un brin futuriste. Ce modèle s'appelle le Galaxy S Fold, ce qui veut dire se plier. Et pour cause, il s'ouvre comme un livre. Il y a donc deux écrans, un pour les tâches courantes, l'autre pour une fonction tablette. La marque coréenne travaille depuis 2011 sur un prototype pliable. 8 ans après, le Galaxy S Fold est une réalité. Il sera disponible à la vente le 26 avril à un tarif très élevé, environ 1 750 €. C'est 600 € de plus que pour un iPhone XS. Allez, du sport à présent, le breakdance, cette danse acrobatique née à New York, pourrait faire son entrée aux Jeux Olympiques, en l'occurrence aux JO d'été de 2024, qui auront lieu à Paris. Le comité d'organisation parisien veut également inclure au programme l'escalade, le skateboard et le surf. Le surf, l'escalade et le skateboard seront déjà représentés à Tokyo en 2020. À Paris en 2024, c'est le breakdance qui fera son entrée sur le circuit olympique. Les organisateurs ont voulu se connecter aux sports qui cartonnent partout dans le monde pour apporter au jeu une dimension plus urbaine, plus nature et plus artistique. Pour se connecter avec son temps, il faut parler à la jeunesse. Il faut proposer des sports plus urbains, plus tournés vers la nature pour sortir le sport des stades. Et puis des jeux qui parlent à Paris 2024 parce que notre ambition, c'est des jeux différents, c'est des jeux spectaculaires, c'est des jeux qui font le lien avec le sport, l'art, la culture. Donc voilà, pour tous ces critères-là, on a choisi effectivement nos 4 sports. Quatre nouveaux sports qui s'ajoutent aux 28 déjà au programme. Une sélection qui doit encore être validée par le Comité international olympique en décembre 2020. Pour terminer, Van Gogh, comme vous ne l'avez peut-être jamais vu, l'atelier des Lumières à Paris propose une plongée immersive dans l'univers du peintre néerlandais. Grâce à la technologie numérique, vous aurez comme l'impression de rentrer dans les tableaux du peintre pour encore mieux vous en imprégner. Laura Cambo. La nuit étoilée, les champs de Provence ou encore ces célèbres autoportraits. L'œuvre de Vincent Van Gogh prend vie sur ces murs. Ces murs sont ceux de l'Atelier des Lumières à Paris. Ce centre d'art numérique propose dès vendredi un voyage dans la vie tourmentée du génie hollandais. On a un choix extraordinaire d'œuvres pour pouvoir composer cette exposition immersive. Et donc on a sélectionné 500 tableaux. Des toiles impressionnistes que les spectateurs ne regardent pas comme dans un musée traditionnel. Ici, 140 projecteurs et 50 enceintes
permettent de faire danser chaque touche de peinture. L'avantage de ce grossissement, c'est que vous voyez, on voit la matière, on voit les traits de couteau, on voit l'épaisseur, qui sont des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir à cette aussi grande échelle. Plus qu'une exposition, c'est une expérience immersive dont profitent les visiteurs. Le public ici, c'est un acteur. Il fait partie du spectacle. Sa silhouette joue avec les images. Ces souvenirs qu'il aura quand il sort, je pense qu'ils seront différents et qu'ils resteront plus dans la mémoire. Cette exposition numérique est la seconde réalisée à l'Atelier des Lumières, après celle consacrée à Gustav Klimt. 1,3 million de spectateurs s'étaient pressés pour voir le baiser du peintre autrichien. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet. Restez sur Euronews pour d'autres informations. Très bonne soirée et à bientôt.